Jamil, qui fait ce travail, qui permet d'analyser les curriculums existants. Et les premiers travaux qu'il a fait, sur le programme du primaire, collège et lycée, sur l'ensemble des disciplines par rapport à la question de l'énergie, eh bien, le constat est assez déplorable. Et il est peu probable qu'un élève français arrive à se faire une vraie opinion raisonnée et son jugement sur la question énergétique et la transition énergétique avec ce qu'on lui propose. Voilà. Jamil va vous détailler tout cela. Bon, alors moi je préfère deux. Oh, d'accord. Tu veux un micro, il y a un micro. Donc l'origine de ce travail-là était motivée par deux choses. C'était vraiment les interrogations de mes étudiants, surtout lors des formations initiales continues. C'était en plus, quand je fais un cours sur le solaire en Normandie, en plein hiver, ça pose beaucoup de questions sur l'efficacité d'une telle ou telle source énergétique de conversion. La deuxième motivation, c'était l'idée de Jean-Marc, justement, de proposer un ouvrage collectif, je ne sais pas si tu te rappelles, sur les mots-clés dans le domaine de l'éducation et du développement durable. Et à fur et à mesure qu'on se voyait, qu'on se posait des questions, qu'on travaillait, j'ai abordé après la question de la transition énergétique et les enjeux à fur et à mesure qu'on Donc l'objectif de ce travail-là, c'était vraiment, premièrement, c'était de montrer la complexité vraiment du choix d'une source énergétique de conversion. La deuxième objectif que j'ai rencontré, c'était la difficulté de trouver des ressources, des articles scientifiques, tellement que la question énergétique, c'était une question controversée, même dans la littérature scientifique. C'était assez difficile. Et le troisième objectif, c'était pour amorcer une réflexion, un débat avec mes étudiants, voilà, à partir de ces bios, ces données aux futurs citoyens les moyens de faire des choix. Donc au départ, je parlerai de tout ce qui est source énergétique de conversion avec des multicritères et des indicateurs, justement parlant d'autonomie de jugement, on finira après pour tout ce qui est transition énergétique et écologie. Donc, première chose, on va regarder un peu plus la question énergétique au niveau mondial, production, consommation énergétique au monde. Donc, on regarde par exemple ici au niveau de tout ce qui est énergie primaire. Donc, on regarde un petit peu une nette domination de l'énergie fossile, à peu près de l'ordre de 80% d'énergie primaire. Donc, les unités qui sont utilisées ici, ce qu'on appelle des millions de tonnes équivalent pétrole, sont des unités économiques. Quand on regarde un petit peu la production électrique par source énergétique en térawattheure, il y a toujours une nette domination de tout ce qui est énergie fossile. Et si on regarde un petit peu la répartition de cette production énergétique par région, donc on regarde un petit peu par la région, on appelle des pays, l'organisation de coopération et développement économique, on a à peu près 52% de la production électrique dans cette région-là. En comparant avec l'Afrique, on a à peu près de l'ordre de 3% de production électrique dans tous les continents en Afrique. Donc ça, c'est un petit peu un panorama de tout ce qui est source énergétique et d'utilisation. Là, on va regarder un petit peu le bilan énergétique de la France, parce qu'on aura besoin à la fin. Donc le bilan énergétique de la France ici, il est représenté par ce qu'on appelle un diagramme Sankey, où vraiment
l'énergie ou le flux énergétique est proportionnel à l'épaisseur ou à la largeur de ces flèches-là. Donc ici on a des énergies primaires en France de l'ordre de 260 millions de tonnes équivalent de pétrole et en énergie finale à peu près 156 après conversion. Donc là ici on a tout ce qui est perte, tout ce qui est autoconsommation. Donc consommation par secteur, on le trouve ici, et par type d'énergie. De l'industrie, on regarde un petit peu la consommation, l'utilisation du charbon de l'industrie, les produits pétroliers, etc., le gaz et le nucléaire. Donc j'ai fait un schéma là-haut pour dire, là on a la partie énergie, les énergies primaires qui sont ici, donc on aboutit à l'énergie finale dans tous les secteurs. Après j'ai rajouté ici les deux flèches ici pour dire, on définira aussi ce qu'on appelle une intensité énergétique. Alors, une intensité énergétique, c'est ce qu'on appelle, ça reflète plus ou moins l'efficacité énergétique globale de l'économie, c'est-à-dire l'énergie par le produit intérieur brut. Donc, on parle d'intensité énergétique finale ou primaire ou intensité énergétique dans le domaine de l'industrie, du transport, etc. Pour ne pas rester dans l'absolu, une comparaison rapide de tout ce qui est situation énergétique en France et en Allemagne, c'est comme tous les politiciens, quand on parlait des critères, il y a toujours une comparaison. En France, on a toujours comparé la situation avec l'Allemagne. Donc là, ici, si on regarde l'énergie finale par habitant en France et en Allemagne, il y a un peu plus en Allemagne. Tout ce qui est émission de CO2 en Allemagne, c'est pratiquement 2 fois qu'en France. En tonnes, et en kilogrammes du CH4, là, ici, à peu près en France, on produit un peu plus par rapport à l'Allemagne. Ce sont des ordres de grandeur, parce qu'on va parler beaucoup des ordres de grandeur, mégawatts, en kilowatts, surtout tout ce qui est consommation électrique moyenne d'une famille, donc à peu près de l'ordre de 6,8 MWh par an, donc un TEP, ça fait 11,6. Donc on peut considérer, on a à peu près, grosso modo, 2 TEP par famille. Quand on regarde le bilan de l'Allemagne, ce qui est énergie primaire, l'Allemagne, la première source énergétique utilisée, c'est le pétrole, à peu près 32%, 33%. En France, la première source énergétique primaire, c'est le nucléaire avec 42%. En Allemagne, grosso modo, on a l'énergie fossile qui est utilisée de l'ordre à peu près de 79%. Et en France, l'énergie fossile de l'ordre de 51%. Là, avec les énergies primaires et l'énergie finale, bon, on passe par ce qu'on appelle des sources énergétiques de conversion. Alors, les sources énergétiques de conversion, elles se trouvent ici. Donc, on peut les distinguer avec les sources énergétiques fossiles, nucléaires et renouvelables. Voilà. J'ai mis en rouge ici le photovoltaïque. Donc la comparaison des sources énergétiques, on le fait souvent dans la littérature scientifique par rapport à la production électrique. Donc là ici, quand on va regarder un petit peu pourquoi en rouge, parce que tous ces cycles-là passent par ce qu'on appelle un cycle thermodynamique, sauf le photovoltaïque où il y a une conversion directe de la lumière vers l'électricité. Bon, là, on va regarder un petit peu maintenant les critères, les indicateurs de ces sources énergétiques de conversion. Donc, on a souvent, quand on présente ça, c'est la dimension économique qui ressort en premier. Donc, la dimension économique, on a 3 critères ou indicateurs sur tout ce qui est dimension économique. C'est la durée de construction d'une installation de conversion énergétique. Donc là, on regarde un petit peu la durée dans tout ce qui est construction. On a après le photovoltaïque qui demande moins d'années pour la construction, avec l'installation de tout ce qui est éolien terrestre et installation de gaz. Le plus qui dure le plus, c'est vraiment tout ce qui est nucléaire, 6 ans. Durée de vie, ça échelonne entre 20 et 50 ans, 50 ans pour l'hydraulique et 20 ans pour tout ce qui est éolien terrestre. Le nucléaire, je trouve après de l'ordre de 40 ans. Et un retour énergétique, c'est-à-dire l'énergie qu'on doit vraiment produire pour récupérer toute l'énergie qu'on a
dépensé lors du cycle de vie de cette installation-là. Donc ça varie entre 0,1 et 1,5 pour tout ce qui est éolienne. Ce qui prend le plus, c'est surtout le photovoltaïque et le concentrateur solaire. Il y a un intervalle qui est assez important, 0,2 à 8 ans et 0,7 à 7,5 ans. Ceci dépend évidemment de ce qui est lieu d'utilisation, ensoleillement, etc. Le nucléaire, ça prend à peu près de l'ordre de 0,8 à 3 ans. Donc, ces dimensions économiques, on a après une dimension, ce qu'on appelle le coût de ces kilowattheures. Donc, là, ici, vous avez le kilowattheure en centimes de dollars. On regarde un petit peu la définition du coût qui est donnée par l'Agence internationale de l'énergie. Bon, en résumé, il y a deux choses à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle le coût d'investissement et les dépenses opérationnelles. Alors là, ici, on regarde un petit peu les sources conventionnelles, tout ce qui est gaz, qui sont plus vraiment assez intéressants du point de vue coût. Et en matière renouvelable, on a l'hydraulique et le wind, l'énergie linéaire. Le prix, le coût évidemment ne prend pas en compte, ce n'est pas le prix de vente réel parce qu'il faut rajouter aussi tout ce qui est taxes, tout ce qui est subventions, etc. Regardant un petit peu tout ce qui est renouvelable, on voit bien qu'il y a quand même une grande marge entre les coûts d'investissement et les dépenses opérationnelles. Si les dépenses opérationnelles sont comparables, les coûts d'investissement sont assez élevés par rapport à d'autres ressources. Le facteur de capacité. Alors, le facteur de capacité, c'est-à-dire c'est le rapport de production réelle par rapport à la production si vraiment le système a vraiment fonctionné à pleine capacité nominale tout le temps. Donc là, on voit bien que c'est la géothermie nucléaire qui arrive vraiment au premier lieu et en finissant par tout ce qui est énergie du vent, solaire photovoltaïque et solaire thermique, ce qui caractérise d'ailleurs l'intermittence de ces ressources qu'on appelle renouvelables. Si on regarde la conversion, c'est-à-dire l'énergie utile par rapport à l'énergie primaire. Alors, l'énergie utile par rapport à l'énergie primaire, cette référence, ça nous donne cette évolution-là. Donc, ce qui arrive vraiment en tête dans ce domaine-là, tout ce qui est conversion, c'est l'énergie hydraulique et l'énergie de l'arrêt. Donc, j'ai souligné ici tout ce qui est pile à combustible, mais on n'a pas pris en compte la pile à combustible. C'est le vecteur énergétique, là on parle vraiment des installations. Et regardons un petit peu le nucléaire, on arrive à peu près à 30% de nucléaire ici. Et tout ce qui est facteur de conversion, qui est vraiment tout ce qui est énergie renouvelable, qui arrive à peu près de l'ordre de 15 à 18%. La disponibilité et la limitation de ces sources énergétiques de conversion. Donc, ces critères-là, ça concerne uniquement tout ce qui est énergie fossile et énergie fissile. Donc, dans cet article, il y a des estimations de l'année de production maximum par type d'énergie fossile. Donc là, ici, si je résume par exemple à l'ensemble des énergies fossiles avec il y avait à peu près cette estimation-là, une année moyenne de 2028 pour avoir une production maximum. Donc une disponibilité et une limitation assez limitée dans le temps. Si on regarde un petit peu l'énergie nucléaire, donc là, ces deux courbes sont reprises, ce qu'on appelle une référence au Red Book. C'est l'Agence internationale d'énergie atomique. Donc là, ici, ça c'est la consommation d'uranium durant l'année 2008. Et ça vous donne un petit peu le résultat en se basant sur la consommation d'uranium en 2008. Donc on estime qu'on a vraiment, raisonnablement, on peut avoir encore des ressources d'uranium qui ne vont pas vraiment durer pas plus de 100 ans. À moins que l'emploi des réacteurs modernes, plus une technologie avancée, dans ce cas-là, ces ressources d'uranium pourraient durer des milliers d'années. Là, on va
On regarde un petit peu la dimension économique, la dimension environnementale. Alors la dimension environnementale, on va regarder un petit peu ce qu'on appelle les externalités. Donc je pense que les externalités, c'est par opposition à tout ce qui est coût interne, c'est-à-dire investissement et coût opérationnel. Donc un chemin, je pense que vous le savez, donc là si vous avez une source énergétique, une dispersion, donc ici on a une dose d'impact, impact sur quoi? Impact sur la santé et l'environnement, et après on fait une évaluation monétaire de ces impacts sur la santé et l'environnement. Donc c'est un projet européen, ce qu'on appelle Externalities of Energy. Alors on va rajouter ici la gaz à effet de serre à ces externalités-là. Suite à toujours avec ce projet-là, les externalités de l'énergie. Vous avez ici les coûts externes en centimes d'euros par kilowattheure. Donc là, on regarde un petit peu ici tout ce qui est coût sur site et tout ce qui est vraiment qui a été plus ou moins, il y avait des influences sur la santé et l'environnement auparavant du processus de l'utilisation de ces sources énergétiques. On regarde ici, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est surtout l'énergie fossile, c'est le charbon, tout ce qui est pétrole et tout ce qui est diesel et gaz. Maintenant, si on regarde, on compare un petit peu la contribution par chaque polluant, la contribution par chaque polluant se trouve ici. Donc ça, c'est les gaz à effet de serre, le dioxyde d'azote, dioxyde du soufre, dioxyde d'azote et des petites particules. Les particules dures et les composés organiques volatiles non méthane et tout ce qui est émissions radioactives. Là, on voit bien que les gaz à effet de serre, là, ils se trouvent ici. Donc, avec une pourcentage assez important. Donc, on va retrouver plus ou moins tout ce qui est énergie fossile, qui est vraiment la cause de tout ce qui est gaz à effet de serre. Les déchets, alors on ne voit pas bien les déchets radioactifs. Alors, les déchets radioactifs, ici, ça concerne uniquement tout ce qui est énergie nucléaire. Alors, les déchets radioactifs, ça nécessite des stockages profonds ou en surface. Donc, la charge de ces gestions à long terme des déchets, ce qu'on appelle haute activité et moyenne activité, vie longue. Donc là, ici, c'est un rapport, hein, donc ça c'est vraiment le rapport, le cours de compte. Un rapport public particulier en 2012 sur la filière électrique, les coûts de la filière électronucléaire. Donc on arrive avec ces charges-là de gestion fin 2010 de l'ordre de 22 milliards d'euros. Donc les enjeux d'un débat sur des déchets radioactifs nécessitent une bonne information du grand public, alors que les enquêtes publiques et les rapports montrent que la radioactivité ici en France par rapport à d'autres pays européens suscite une inquiétude plus forte que l'existence des centrales nucléaires. Alors, les déclassements et le démantèlement, ça aussi c'est un critère indicateur qui concerne uniquement l'énergie nucléaire. Alors, le coût du déclassement, démantèlement, on peut rajouter décontamination du site. Le coût est assez difficile à évaluer. Le coût, ça dépendra du type de réacteur, de sa taille, de son emplacement. Et les stratégies aussi de démantèlement. Alors, démantèlement, voilà ce qu'on appelle démantèlement immédiat, différé ou confinement. Alors, le démantèlement différé qui est souvent privilégié, ça pose le problème de durée. Alors, la durée de démantèlement différé, il y a des références qui donnent de l'ordre de 10 à 80 ans. Après, nous avons ici, ça vient sur le rapport de synthèse de l'Agence de l'énergie nucléaire. Donc, le corps de compte a fait une extrapolation des études qui ont été faites ici, avec des réserves. Alors, avec des réserves, c'est-à-dire qu'en prenant en compte les stratégies de démantèlement dans ces pays-là, dans ces pays-là, ces études-là ont été faites en France, en France, en Allemagne, en Belgique, Canada, Espagne, USA, Italie, Japon, Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni et Slovaquie. Donc, les réserves pour respecter le plus ou moins la réglementation de ces pays-là en matière de réglementation et une stratégie aussi de démantèlement.
Donc ces chiffres-là, avec la méthode qui est utilisée par exemple par l'UDF et l'extrapolation qui a été faite pour 58 réacteurs ici en France, ça nous amène à peu près à 18,1 milliards. Donc, ça oscille entre 18,1 milliards. Si on prend un des extrapolations pour une étude qui a été faite en Allemagne, là on arrive à peu près à l'ordre de 62 milliards pour tout ce qui est vraiment démantèlement et déclassement de ces réacteurs nucléaires. Donc, regardez bien ces chiffres-là, on va les reprendre ces milliards à la fin. Les empreintes territoriales. Voilà. Alors, les empreintes territoriales, c'est un article qui a été publié sur ce qu'on appelle Land Use and Electricity Generation. Donc ça nous donne mètres carrés par gigawattheure. Donc cette étude-là expose un petit peu le cycle de vie de la transformation des terres pour les différentes sources d'énergie sur la base d'une période de 30 ans. Donc ne prend pas en compte en plus la contamination et la perturbation des écosystèmes adjacents. Donc là, l'empreinte territoriale, il y a ce qu'on appelle empreinte directe et empreinte indirecte, c'est-à-dire en amont du processus de l'exploitation. Ce qui est vraiment coûte plus cher en matière d'empreinte territoriale, tout ce qui est les installations biomasse, gasification et tout ce qui est hydroélectrique. La moindre, bien sûr, c'est tout ce qui est photovoltaïque intégré au bâti. L'empreinte, maintenant, empreinte eau. Donc ça, c'est un article aussi qui a été publié sur Life Cycle Uses of Water aux États-Unis, Electricity Generation. Donc là, ça nous donne un petit peu le cycle de vie pour un projet énergétique à partir du moment où l'eau est utilisée pour avoir les carburants, le fuel, pour la préparation du carburant, pour la construction de cette source énergétique de conversion, la production et après le recyclage. Donc ce qui consomme le plus en matière d'empreinte eau, là on trouve ici tout ce qui est biomasse et tout ce qui est ensuite tout ce qui est énergie nucléaire. La moindre et qui prend la moindre en matière d'empreinte eau, tout ce qui est énergie éolienne et tout ce qui est hydroélectrique. Deuxième chemin, ça nous donne le prélèvement en fraction sur place au amont. Donc les sources énergétiques qui n'ont pas besoin vraiment upstream, en site, c'est-à-dire sur place, c'est surtout les photovoltaïques, l'énergie éolienne et l'hydroélectrique. Si on regarde un petit peu les risques et sûreté, alors les risques et sûreté, c'est aussi une notion un peu difficile à cerner. Donc là, je trouverai une définition, l'effet d'incertitude sur l'atteinte des objectifs, et la sûreté, c'est de maintenir le niveau de risque plus bas. Alors, risque dans une filière énergétique, il faut vraiment regarder tous les risques à partir de prospection, transport, d'opposition de flux, du carburant, utilisation, production, après jusqu'à l'élimination des déchets. Bon, ça, c'est une étude que j'ai prise dans l'Institut Paul Scharer en Suisse sur tout ce qui est évaluation des risques. Donc là, ici, vous avez défini ce qu'on appelle un accident grave, c'est-à-dire contenable après supérieur ou égal à 5 décès immédiats. Donc ça, c'est une statistique de ces décès immédiats. Donc on regarde un petit peu par filière. Là, le nucléaire entre 69 et 2000, on a 0 accident et 0 mort. D'autres références nous disent que vraiment le pays de l'OCDE n'ont pas vraiment des statistiques à jour de tout ce qui est accident nucléaire, sans parler d'accident grave. Mais il y a d'autres qui prennent pour ce qui est décès tardif.
Alors, décès tardif, on regarde un petit peu le nucléaire. Il y a l'accident, ce qu'on appelle le Three Mile Island. Donc, on regarde un petit peu les rapports et les études sur cet accident-là. Et ces rapports et ces études, ils sont totalement contradictoires à propos de tout ce qui est vraiment dégâts qui a été causé par cet accident-là. Décès tardif avec l'accident de Chernobyl en 86, même si ça ne rentre pas dans le pic de CO2. Donc c'est une référence sur la ville de la CNM dans la montée. On a à peu près 31 décès médias et à peu près entre 9 000 et 33 000 victimes dont les 60 années à venir. Et on se rappelle tous l'accident de Fukushima en 2011 avec les interrogations, le nombre de victimes, des détails, des contaminations, des entraînements, des écosystèmes, des effets psychologiques, psychiques, etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'examination là-dessus. Si on regarde un petit peu la dimension sociale, alors la dimension sociale est surtout la question de l'emploi. La question de l'emploi, donc on regarde un petit peu la question de l'emploi ici en France dans le domaine énergétique. Là, on a à peu près de l'ordre de 300 000 emplois directs dans le domaine de l'énergie en France. Alors, l'emploi, c'est un sujet de controverse. Donc là, il y a ceux qui disent qu'on a une industrie nucléaire qui maîtrise, qu'on est le premier au monde. Pourquoi changer vers d'autres systèmes? D'autres qui disent non, au contraire, les autres filières, il y a création d'emplois, donc il y a un transfert d'emplois, etc. Donc c'est un sujet assez sensible entre organisations syndicales, patronales et des défenseurs de l'environnement et tout ce qui est vraiment les partenaires. Moi, j'ai opté pour vous donner ces statistiques-là. Moi, je travaille toujours sur hors serveur, donc là, sur ces statistiques-là, vous avez les filières en matière énergie renouvelable, en énergie photovoltaïque. En matière de puissance en fin 2010, toujours en comparaison avec l'Allemagne et la France, et en matière d'emploi direct et indirect. Donc là, ici, emploi direct, on a l'ordre d'à peu près 360 000 emplois en Allemagne, et en France, on a à peu près de l'ordre de 175 millions à 1074 emplois directs et indirects en France. Bon, j'ai mis ça en rouge, mais je ne vais pas le détailler. Et bon, voilà, si on regarde un petit peu les emplois en Allemagne de tout ce qui est biogaz, ben, ici en Allemagne, on a à peu près 38 000, et ici en France, on a à peu près de l'ordre de 1000, donc il y a une marge de manœuvre à faire. J'ai dit au départ, en matière de biogaz, il y a plus de biogaz produit en France qu'en Allemagne. Alors, dans la dimension sociale, il y a ce qu'on appelle l'acceptation sociale. Alors, l'acceptation sociale pour tout projet énergétique, ça faisait partie. Donc, on a regardé il y a quelques années, il y avait une opposition sociale pour le nucléaire. Bon, il y a quelques années, c'était une opposition pour tout ce qui est énergie éolienne, et actuellement, on regarde un petit peu une opposition, par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, le gaz de schiste, etc. Donc, l'acceptation sociale aussi, c'est un indicateur important. Alors, parfois aussi important que la technologie elle-même. Donc là, je vous ai mis un article qui se basant sur l'énergie social acceptance of renewable energy innovation. Donc là, en se basant sur l'énergie éolienne qui est le laboratoire d'apprentissage de l'acceptation sociale. Donc là, une proposition, ce qu'on appelle d'un triangle de l'acceptation sociale avec 3 dimensions. Donc pour avoir une acceptation sociale, il faut ces 3 dimensions. D'abord, il faut une acceptation sociopolitique de la part des grands acteurs sociétaux, c'est-à-dire l'opinion publique, les parties prenantes, les hommes politiques. Il faut une acceptation, ce qu'on appelle communautaire, de la part des parties prenantes, locales, résidents, autorités locales, et il faut une acceptation du marché, c'est-à-dire par les consommateurs et les investisseurs. Sur la qualité de vie, alors la qualité de vie, c'est quelque chose
assez particulier. Hein. Donc là, ici, il y avait des indicateurs sur tout ce qui est qualité de vie, par exemple l'indicateur de développement humain ou l'Organisation mondiale de la santé. Mais la qualité de vie, ça reste quand même une perception individuelle. C'est comme le bonheur. Là, c'est propre à chacun. Mais relier un petit peu la qualité de vie et tout ce qui est énergie, donc il y a quand même une relation entre tout ce qui est énergie et qualité de vie. Je vais donner ici un exemple de ce qu'on appelle l'association Energy Cities. Donc Energy Cities, ça fait partie de leur objectif et utilisation de tout ce qui est énergie durable. Alors énergie durable, pourquoi? Pour avoir moins de mise en sonore, moins de déchets, moins de pollution, moins de gaz à effet de serre. Donc il y a quand même une relation entre énergie durable et qualité de vie. C'est pour ça que je l'ai mis ici comme indicateur. Là on arrive aux dimensions politiques. Alors, politique énergétique, quelle définition de ce qui est vraiment politique énergétique? Voilà, c'est la manière de développer l'énergie en matière de production, de distribution et de consommation. Donc, politique énergétique, on le retrouve sur tout ce qui est gouvernance. Alors, la gouvernance, avec une définition, rapport entre le gouvernant et les citoyens au sein d'un État ou d'une collectivité. Mais moi, je préfère, quand je parle de gouvernance, je parle de tout ce qui est concrètement ce que c'est. Donc, on a tous rencontré un petit peu un problème de gouvernance. On travaille dans un établissement scolaire, dans une université, et quand il y a vraiment à la tête de cet établissement-là des gens qui vont dans un sens, on voit bien que tous les projets marchent. Et s'il y a un changement de gouvernance, là, on a vraiment tout s'écroule. Donc là, c'est vraiment, moi j'appelle ça une volonté personnelle pour traduire une politique énergétique. Et on regarde un petit peu la mesure suite à l'accident nucléaire de Fukushima. Donc, suite à l'accident, on a tout arrêté en matière de nucléaire au Japon. Changement de politique, changement de majorité. Donc, on a repris tout ce qui est vraiment l'utilisation d'énergie nucléaire. L'indépendance ou dépendance énergétique. Ça aussi, c'est une notion complexe, interprétée de façon diverse. La question de l'indépendance énergétique fait débat ici en France. Donc il y a ces définitions-là de l'indépendance énergétique. Il y a la définition officielle, c'est le rapport entre la production nationale d'énergie primaire et le disponible total d'énergie primaire. Donc cette différence officielle, ça nous amène ici en France avec une indépendance énergétique à près de 50%. Il y a ceux qui disent non, la production électrique d'origine nucléaire n'est pas nationale. Donc là, on a ici une indépendance énergétique de l'ordre de 10%. Et lors du débat sur la transition énergétique, il y avait une troisième définition qui a été proposée par les experts. C'est le taux de couverture de consommation d'énergie finale. Là, on arrive à 30%. Donc là, à chacun de voir un petit peu comment il voit les choses. L'engagement, alors l'engagement au niveau de l'Europe ou au niveau national, l'engagement au niveau de l'Europe, donc c'est qu'une mission en France, c'est ce qu'on appelle les 3 20. C'est diminution du gaz à effet de serre, efficacité énergétique et 20% d'énergie nucléaire. Tout ce qui est énergie au niveau national, c'est le facteur 4, c'est-à-dire division par 4 des émissions de gaz à effet de serre pour 2050. Donc c'est un engagement qui a été pris en 2003, validé par le Grenelle de l'environnement en 2007. Le soutien aux recherches et développement, c'est quelque chose d'important pour tout ce qui est système de conversion énergétique. Donc là, ici, vous avez cette image de tout ce qui est dépenses annuelles relatives pour la recherche et développement par pays en pourcentage par rapport au produit intérieur brut. Donc on va regarder un petit peu ceux qui dépensent le plus dans leur budget par rapport à leur produit intérieur brut. On trouve ici Israël, Finlande, le Suède, le Corée du Sud et le Japon. Si on regarde un petit peu l'Allemagne et la France, l'Allemagne se trouve ici avec de l'ordre d'à peu près 2,7. La France, on se trouve ici à peu près le centre, à peu près de l'ordre de 2,3. Là, ici, c'est les scientifiques et les ingénieurs par million d'habitants.
toujours sur la recherche-développement. Alors ça, ce qu'on appelle les investissements pour la recherche-développement et développement, c'est-à-dire la recherche appliquée. Donc tout ce qui est recherche fondamentale est exclu de ces statistiques-là. Donc développement expérimental pour les technologies d'énergie bas carbone. Alors là, l'énergie bas carbone, l'économie bas carbone, on va toujours ressortir ça maintenant. Donc ça, c'est fonction des circonstances nationales et dépenses totales en millions de dollars, ce qui est entre parenthèses ici, en millions de dollars. Donc ces recherches technologiques d'énergie bas carbone, elles se trouvent ici, ce qu'on appelle le stockage, le captage et stockage du CO2, l'efficacité énergétique de l'industrie, dans les bâtiments, le charbon propre, les véhicules avancés, les réseaux intelligents, smart grid, nucléaire, hydroélectrique, bioénergie, éolienne, solaire, océan, énergie des océans, végétale. Si on regarde toujours la comparaison entre France et Allemagne, donc la France quand même elle dépense nettement plus. Elle arrive au troisième après le Japon et les États-Unis. Par contre, en matière de dépenses, en matière thématique, on voit bien qu'ici en France, on a ici un monochlore. Alors, ce monochlore ici, il se trouve là. On regarde un petit peu l'Allemagne. L'Allemagne, à partir de cette couleur-là, bon, il y a quand même beaucoup de couleurs qui vont suivre, c'est-à-dire il y a quand même un peu plus dans les thématiques, tout ce qui est vraiment hydroélectrique, bioénergie, huile, solaire et végétal. Alors, les subventions, incitations, c'est toujours dans la partie, tout ce qui est dimension économique. Alors, les objectifs de ces subventions, crédit d'impôt, tarifs d'achat, surtout la création d'une filière industrielle, l'emploi et l'atteinte des engagements nationaux européens. Mais tout ce qui est subvention, crédit d'impôt, tarifs d'achat ne fait pas toujours l'unanimité de tout le monde. Il y a toujours des gens qui contestent, que ce soit politique, que ce soit ces aides qui qualifient parfois par les industriels comme la politique du stop and go. Tous ces indicateurs-là, plus ou moins, ça a une évolution, ce qu'on appelle maintenant une économie bas carbone, ça nous amène à une transition énergétique. Alors, cette transition énergétique, ici en France, bénéficie d'un consensus politique et des parties prenantes. Voilà, c'est le pouvoir public. Tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une transition énergétique, devient un règlement et un engagement politique majeur. Donc, si tout le monde est d'accord sur une transition énergétique, tout le monde n'est pas d'accord sur les scénarios énergétiques. Donc, ces scénarios énergétiques, il y en avait 11 scénarios énergétiques qui argumentés, et finalement, il a été catalogué sur 4 scénarios, alors ce qu'on appelle la décarbonisation par l'électricité, demande moyenne et diversification, efficacité énergétique et diversification, et sobriété énergétique et sortie de nucléaire. Alors, on parle du scénario, donc là, on va parler des appréciations des incertitudes. Donc ici, il faut le signaler, il ne s'agit pas d'aucun cas de provision, mais de projection de différents futurs possibles. Donc, interrogation sur l'évaluation des modes de vie et des aspirations sociétales, interrogation sur les perspectives de croissance économique, le progrès technologique, sur la disponibilité de ressources et sur le fonctionnement des institutions. Donc, les appréciations et certitudes, on va regarder un petit peu en détail ces scénarios-là. Donc, trajectoire illustrée à l'horizon 2050 à comparer par l'énergie primaire qu'on a vu au début à 264 millions de tonnes avec la patente de 2010. Voilà un peu les 4 scénarios. Donc, 4 scénarios ici pour 2050, on a ce scénario-là avec. Donc, bon, en bref, qu'est-ce qui différencie ces 4 scénarios? C'est d'abord le degré d'ambition de la consommation d'énergie primaire. Ici, on a à peu près, d'ici 2050, on a à peu près un chiffre qui est comparable à ça, par rapport à ce scénario-là qui préconise une diminution d'énergie primaire à 80%. Deuxième chose qui différencie, c'est le rôle
de l'importance accordée au nucléaire dans le mix énergétique, voilà, entre 65% et 24%. Et le troisième, ce qui différencie un peu ces scénarios-là, c'est le degré d'ambition en matière de facteur 4. Alors, en matière de facteur 4, ça les différencie, on verra tout à l'heure. Les investissements qui sont nécessaires, ils se trouvent ici, entre 49 et 57 milliards d'euros. De plus, c'est 62 et 69 milliards d'euros pour le scénario-là. Pourquoi ces chiffres-là? Parce que dans ces scénarios-là, on a toujours une projection de durée de vie de centrales nucléaires, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Alors, ces transitions énergétiques, ça entraîne des enjeux. Alors moi, ces enjeux-là, bon, je les ai plus ou moins revus, regardés, relis, j'ai rajouté avec Jean-Marc, sur tout ce qui est vraiment des rapports, des débats sur la transition énergétique. Donc ça entraîne des enjeux économiques, scientifiques, sociétaux, environnementaux, donc c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu, par exemple, tout ce qui est enjeux économiques. Alors les enjeux économiques, c'est toujours le problème du coût. Alors le problème du coût, comment les choses vont évoluer en matière de matières premières, le prix des matières premières, en matière de fiscalité, en matière de transport, etc. Et tout ce qui est volatilité des prix, c'est-à-dire haut ou bas d'ici 20-30 ans, la durée de vie des centrales nucléaires, est-ce qu'on va se baser sur 40 ans, sur 125 ans? Sur l'enjeu économique, là, il y a la question de compétitivité. Alors, compétitivité, c'est-à-dire qu'à tous les secteurs industriels, que ce soit au niveau national ou au niveau européen international. Le financement et les investissements dans ce domaine-là, donc ça c'était le rôle du groupe 4 dans les débats à la transition énergétique. Donc il y avait vraiment des propositions, c'est-à-dire établir une loi de finances d'ici 10 ans, utilisation du livret développement durable, utilisation du livret A, etc. Donc il y avait des propositions pour tout ce qui est financement et d'investissement avec un point d'interrogation. Les enjeux sociaux, surtout c'est l'impact sur l'emploi. L'emploi direct, indirect et induit qui est vraiment aussi qui est vraiment un sujet à débat, toujours dans le domaine de l'énergie. Donc, une transition vers une économie de carbone, évidemment, ça nécessite un accompagnement et des dispositifs de reconversion et de mutation, c'est-à-dire une transition professionnelle de ces métiers-là, au niveau de l'industrie ou au niveau des territoires. Donc, transition professionnelle, c'est-à-dire qu'on a des métiers ou des emplois en croissance modérée, production d'électricité, transport de gaz, chauffage urbain et stockage de l'énergie. On a des métiers ou des emplois menacés aux mutations, comme le raffinage, le sidérurgie, le nucléaire, l'automobile, le chimie, la cimenterie, le papier, le carton, le bâtiment neuf, transport routier, l'énergie non renouvelable. Et on a des métiers ou des emplois en développement, comme la rénovation des bâtiments, le transport en commun, le fret fluvial et l'énergie renouvelable. Alors, ces graphiques-là aussi, je les ai rajoutés, qui nous donnent la variation de l'emploi direct en 2030 dans les filières électriques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le centre d'analyse stratégique, donc en 2012. Donc là, comment il faut lire ce graphique-là? Donc là, ici, avec 20%, c'est-à-dire si nous avons 20% de nucléaire, ou 50% de nucléaire, ou 70% de nucléaire, on est toujours en production électrique. Qu'est-ce que ça va influencer en matière d'emploi dans les filières de photovoltaïque, de l'éolienne, du nucléaire et de l'énergie fossile? Donc, dans les filières photovoltaïques, avec ces 3 pourcentages de nucléaire, il y aura toujours une création d'emplois. Donc là, ici, le nombre d'emplois. Sur tout ce qui est éolienne, il y aura toujours une création d'emplois. Sur le nucléaire, évidemment, avec 20% de nucléaire et 50%, il y aura des pertes d'emplois ici, avec ce pourcentage-là.
une création d'emplois si nous avons vraiment un pourcentage de 70%. L'énergie fossile, il y aura toujours une perte des emplois continuant à avoir 20%, 50% de nucléaire, mais il y aura des pertes d'emplois continuant à avoir un pourcentage de 70%. Toujours tout ce qui est enjeu sociétaux, c'est-à-dire la faisabilité sociale de cette transition professionnelle. Donc, avec une interrogation qui a été prise avec le débat de la transition énergétique, comment bâtir une filière compétitive sans mesurer au préalable les déficits en formation. Donc il y avait un exemple qui a été dit, c'est-à-dire si on veut vraiment créer une filière compétitive dans tout ce qui est énergie marine, alors qu'on souffre du déficit de formation, par exemple, dans le domaine de la soudure. Pour ça, c'est une interrogation sur la faisabilité sociale d'une transition énergétique. Alors, sur l'éducation et formation aussi, quels sont les besoins de formation nouvelle au contenu nécessaire, quel dispositif public et privé à renforcer dans tout ce qui est transition professionnelle. Alors, transition professionnelle, ça veut dire qu'il faut aussi une acceptation sociale. Parce que là, ici, on va avoir des conflits d'intérêts, que ce soit au niveau des organisations syndicales, au niveau individuel, quand on est installé et qu'on vous demande que vous allez faire une transition professionnelle, là, il y a vraiment des conflits qui vont surgir à partir de cette transition professionnelle. Des enjeux aussi sur tout ce qui est contribution pour une maîtrise de l'énergie et préservation de l'environnement, que ce soit en choix collectif ou en comportement individuel. Sur la précarité énergétique, on a regardé un petit peu le coût, la volatilité de prix et la compétitivité. Alors comment ces variables économiques vont influencer les gens qui sont précaires énergétiquement, parce que le ménage et le territoire est plus fragile. En matière d'environnement, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est le dégât d'ambition, tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc c'est 4 scénarios satisfont la division par 4 de l'émission du CO2, mais c'est 2 scénarios-là qui vont satisfaire vraiment la division par 4, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. On regarde maintenant les enjeux scientifiques et techniques. Alors, enjeux scientifiques et techniques, c'est-à-dire il faut continuer à soutenir les recherches et développement, que ce soit au niveau national, européen ou international. C'est pour ça que je pense au grand projet, je ne sais pas si ça va aboutir au projet Tokamak. Des nouveaux procédés, alors des nouveaux procédés qui sont éléments clés de la faisabilité des scénarios, parce qu'on espère que évidemment ces nouveaux procédés vont accompagner cette transition énergétique sur tout ce qui est par exemple captage, stockage du CO2, stockage énergétique, stockage d'énergie, énergie décarbonée, transport décarboné et tout ce qui est innovation. Alors innovation, on parle de ce qu'on appelle tout à l'heure, que j'ai dit, tout ce qui est smart grid, réseau intelligent. Alors le système, tout ce qui est système centralisé, décentralisé, ressources alternatives, comme le gaz de schiste, comme d'autres ressources alternatives. Évidemment, ressources alternatives, c'est-à-dire ça nous amène aussi sur tout ce qui est acceptation sociale. Voilà, donc c'est un travail qui est amélioré, je pense, à critiquer. Et sujet à évolution, il faudra le mettre à jour en matière de référence. Le perspective du travail, là, comme disait Jean-Marc, c'était de voir un petit peu tous les programmes scolaires au niveau du primaire, collège, lycée. On regarde un petit peu ces thématiques-là par rapport à ce qu'on fait en matière d'énergie. Voilà, merci. J'avais demandé à l'origine à Jamil un encart pour un ouvrage. Il est revenu avec ça. 3 pages. Voilà, 2 pages max. 2 pages, il y a 2 pages. Il est revenu avec ça. Donc on n'a pas fait l'ouvrage. En plus, c'est le seul qui est venu avec quelque chose. Bon, si vous avez des questions à lui poser.
En même temps, Moi, je ne suis pas obligé de répondre. Hein. Vous voyez, c'est tout, on voit la complexité. chaque diapo, ça pose polémique. Voilà, pour faire le lien avec ce qu'on va faire par exemple cet après-midi, juste pour lancer la discussion, dans la règle des 3 fois 20, je vais prendre juste un chiffre et puis pour le soumettre à notre appréciation. On en est aujourd'hui donc sur le 20% de diminution de la consommation d'énergie. On en est, je crois, à 18%, 16, 17, 18%. Par rapport aux années 2009 qui, je crois, font référence. On affiche ça et on dit qu'en fait, on n'est pas loin de la vérité puisque on s'était fixé 20% pour 2020, c'est bien ça. Mais en fait, je me méfie toujours des chiffres parce que si je regarde ça, c'est quand même un peu un piège en ce sens que, oui, on est à 17, 18, ou 16, peut-être 17, mais c'est parce qu'on a eu un PIB français qui a chuté, et qui frise le zéro, et qu'on sait que, d'ailleurs Jean-Marc reviendra cet après-midi là-dessus, il suffit d'avoir 3% d'augmentation pendant quelques années pour faire chuter le système. Donc en fait, si on n'avait pas eu un PIB au beau fixe, effectivement, notre consommation d'énergie aurait continué de flamber. Puis la deuxième chose que je n'ai pas trop vue dans ce que tu as dit, c'était le côté énergie grise. À savoir, si notre consommation d'énergie a baissé comparativement, c'est parce qu'on a externalisé hors de France la sidérurgie, le coton et un grand nombre de consommateurs d'énergie. Donc en fait, derrière les chiffres, c'est peut-être là qu'est le sens de l'éducation. C'est on nous paye pour être quoi? On nous paye pour être critique, pénible, et remettre du sens sur les chiffres. Et alors, ce qui me fait peur, c'est quand je vois la somme colossale de valeur que tu as donnée, mais on a pour 10 ans de boulot après avec un truc comme ce que tu viens de produire. Non, il ne s'agit pas d'apprendre tout ça. Qu'est-ce qui est important de retenir? Alors, ce que tu viens de dire sur la question de l'énergie grise, on a la même chose avec l'eau. C'est tout ce qui est caché. Et là, l'éducation a un rôle clé, c'est de mettre à jour ce qui est caché. Il y a plus d'eau dans un ordinateur que dans une courgette. Mais ça, on a du mal à le concevoir, et du point de vue éducatif, je vais circuler une petite publicité pour l'économie solidaire. Ça dépend aussi, bien sûr, des choix personnels, tout ça. Et donc, on n'est pas obligé de se fournir chez EDF. Non, mais c'était un regard personnel. C'est enregistré. Juste pour rebondir, c'est la question des finalités, en fait, parce que on fixe des finalités qui sont des finalités en fait quantitatives d'objectifs à atteindre. Et ce qu'on attend du politique, c'est moins qu'il nous fixe des finalités de type quantitative que des finalités en fait d'inspiration sociale, de vivre ensemble, etc. Donc tant qu'on est sur des objectifs qui sont des objectifs quantitatifs, ça ne questionne pas fondamentalement en fait le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est les modes de fonctionnement des sociétés. Donc là, en fait, c'est miroir aux alouettes, les objectifs chiffrés. Parce que ça ne tient pas compte de tout. En plus, c'est un système dynamique, et c'est un système en tension et dynamique, et qui n'intègre pas, qui est dans l'incapacité d'intégrer, en fait, la périodicité de l'innovation. Donc, c'est modélisé sur du chiffre à horizon 20, 30, 40 ou 50 ans, mais moi, je vois pas trop à quoi ça sert. D'accord, on va se fixer des objectifs. Je pense que c'est les objectifs de société qu'il faut se fixer. Voilà, 5 minutes de réaction d'autres? Oui, des réactions, des questions. Jean-Louis. Oui, je suis assez impressionné par le grand tableau. Une des questions qui peut se poser pour mettre ça dans une éducation, c'est à chaque fois de se poser la question, mais c'est le point de vue de qui on prend. Quand il s'agit de dimension économique, quand il s'agit d'enjeux sociétaux, c'est qui pose les enjeux sociétaux. Et ça va être fondamental, parce qu'autrement, il y a beaucoup de difficultés d'accès pour rentrer dans ce schéma qui est un schéma impersonnel, largement asocial d'une certaine façon, et donc qui
poser problème. Alors je ne conteste pas du tout. On aurait pu par exemple commencer à se poser la question sur la consommation personnelle ou familiale, la consommation d'un artisan, la consommation, et puis aller au-delà et se dire mais ça vient d'où, ça suppose quoi, c'est-à-dire que c'est une démarche de remontée complètement à l'opposé d'une démarche là qui est quand même une démarche de gouvernance du système. Alors moi je ne conteste pas, hein, ça existe et ça doit être pris en compte, mais pour l'éducation, les formations au développement durable, il faut commencer par tous les bouts. Moi, ce qui m'a vraiment, je dirais, reparti récent en matière d'émotion environnementale, économique, c'est que quand on parle de tout ce qui est énergie, on se limite surtout à la dimension économique. Oui, je sais. On s'arrête là. Ou sur la conversion, mais oui, mais le photovoltaïque, vous voyez, moi je l'ai dit, hein, c'est 10%, c'est 15%, on s'arrête là. Donc j'ai du mal même à rentrer dans un débat, ou de dire, il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres critères, donc c'est assez difficile de raisonner comme ça. Oui, on ne vous laisse pas la parole pour commenter, pour dire il y a d'autres critères, c'est pas facile, c'est vachement complexe, voilà, c'est pour ça que j'ai reparti à ça en matière de ne raisonnons pas en termes de coût, de facteurs de capacité, de conversion. Non, mais ça correspond à ce que je dis, mais la solution, c'est pas de... On n'arrivera pas à prendre en compte des points de vue autres qui n'ont pas été pris en compte dans ce tableau. Et c'est la remarque que je voulais faire, c'est-à-dire que ces points de vue, il faut pouvoir les suivre de la base. Dans de la consommation, dans des aspirations qui sont de personnes, de familles, de petits groupes sociaux, et le paysage va apparaître différemment quand on essaye aussi de le reconstruire de cette manière-là. Moi je ne conteste pas cette présentation, mais qui, parce que de mon point de vue, c'est se poser au niveau d'abord de la politique énergétique, avec des concepts qui sont en résonance sur certaines abstractions. La dimension économique, je dirais, c'est une abstraction. La dimension sociale, c'est une abstraction. Donc on a un jeu à faire et il y a besoin de, je dirais, s'assouplir un peu l'esprit pour pouvoir commencer ailleurs et puis rejoindre certains aspects de ce grand tableau, quoi. Au XVIIIe siècle, il y avait le tableau économique de Kessner, hein, c'était assez fort. Ça n'a pas laissé un impact très fort parce qu'il y avait peu de gens qui... D'abord, ça a été très difficile à interpréter. Je suis jamais sûr qu'on ait une bonne interprétation du tableau, et puis c'est pas comme ça finalement ça s'est passé. Moi, on a de beaux à faire. Moi, je rejoins l'intervention de Denis. Enfin, c'est quelque chose que j'avais un peu critiqué aussi dans la référentiel compétences, l'aspect prospectif d'anticipation, de calculabilité du futur et tout ça, parce qu'effectivement, si on peut faire énormément de calculs d'anticipation dont on ne saura pas, enfin, étant donné la complexité, les systèmes chaotiques et tout ça, bon, leur valeur de prédictibilité est limitée. Mais pour moi, le fond du problème, il est effectivement dans le rapport au monde et dans le projet de société et dans les valeurs qu'il y a. Parce que si les politiciens s'évertuent à trouver une modalité de transition énergétique qui soit la plus acceptable sur le plan économique, social et tout ça, qu'ils la mettent en place, si derrière la société continue à fonctionner selon les valeurs du marché de l'économie néolibérale, avec la consommation, le gaspillage, parce que ça c'est un des aspects du problème. Et la dernière fois on avait eu un exposé sur les ressources, il y a les questions d'eau, de
production de matières premières, en alimentation, etc. Donc si l'ensemble, il n'y a pas une réorientation de l'ensemble, si on change, c'est comme si on change juste une pièce et puis le reste ne bouge pas, quoi. Donc, ça va se heurter à un mur de toute façon. Et c'est vrai que, à mon avis, dans cette question des valeurs et du choix de société, et donc je ramène toujours la même rengaine, mais la dimension affective, elle me paraît hyper importante, parce que pourquoi les gens, ils ont des habitudes, enfin je dis nous, hein, plutôt, je devrais dire nous, pourquoi nous avons des habitudes de mode de vie et des habitudes qui entraînent une très forte consommation au niveau sur le plan énergétique, sur le plan de la matière, etc. C'est aussi parce qu'on a l'impression de se nourrir à travers ça, et il y a une espèce de course effrénée à un bonheur qu'on ne pourra pas trouver comme ça. Et c'est là aussi, je rejoins l'approche de Didier, de dire qu'à mon avis, le développement durable, il passe par le fait d'apprendre à être heureux d'une manière authentique, c'est-à-dire non dépendante de l'extérieur. Et c'est là qu'on pourra envisager les choses, un avenir où il y a moins de gaspillage énergétique, où il y a moins... mais ça suppose une réorientation diamétralement opposée des valeurs qui sont à l'œuvre dans la société. Et ça, je ne sais pas comment ça peut se faire. Alors l'éducation, ça peut y contribuer, mais... Juste en réaction à ça, je suis d'accord en partie, mais qu'en partie quand même, parce que moi ce que je trouve intéressant dans ce type d'approche, c'est si on prend un autre exemple, c'était le trou dans la couche d'ozone. Alors on est d'accord, c'est compliqué, est-ce que les mesures qui ont été prises sont seules explicatives de la réduction, ça c'est pas sûr, mais sur un problème énergétique comme ça, il y a, je pense, la dimension que vous défendez, qui est vraiment une dimension de changement sociétal, qui est portée par l'éducation et le développement durable. Et voilà. Mais il y a aussi quand même, je pense, et d'un point de vue pilotage politique, et d'un point de vue d'un certain nombre d'actions assez simples, assez concrètes, des besoins aussi de quantification et de se dire, voilà, ce type d'action, ok, on ne va pas changer la société complètement en passant de tel type d'énergie à tel autre, on ne va pas complètement révolutionner les choses avec ça, mais on fait déjà un petit pas, et peut-être que plutôt que de se dire qu'on va changer la société dans son ensemble d'un coup, ces petits pas-là, ces types de choses qui ont un impact sur les décisionnaires politiques, parce qu'on voit les engagements, les 3x20, c'est un engagement politique, il s'est pris parce qu'il y a ce type d'études, parce qu'à un moment, on amène des chiffres et des quantifications, etc. Et moi, je pense que ce type de choses, c'est aussi vraiment important. Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une vision un peu globale du développement durable, et puis des approches, des fois, qui peuvent être, pour certains aspects du tableau, là, très techniques. Vraiment, on va essayer de quantifier la quantité avec toute l'incertitude qu'on peut avoir autour de ça, toutes les limites de ça, mais au moins, on a quelque chose. Moi, j'ai peur, pardon, pour répondre. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai peur que le fait de mettre beaucoup d'énergie sur ce genre de choses, justement, détourne du fond du problème, en quelque sorte. Et que ce soit comme une espèce de un petit bout de pommade sur une plaie béante, quoi, et de dire, ah bah oui, on soigne, voilà, on met... c'est ça le problème, c'est cette histoire de mettre l'accent sur la calculabilité, la rationalité, et sur voilà, une remise en question du système qui va très loin en termes de... Parce qu'effectivement, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est quand même ceux qui ont de l'argent, en gros, hein, et du coup, ça remet en question, en fait, ceux qui ont le plus de pouvoir, en fait. Et c'est ça le gros problème. Parce qu'ils ont de l'argent, pourquoi ? Parce qu'il y a de la consommation, parce qu'il y a des localisations, etc. Pour intervenir un peu dans le débat, si je me donne la parole, je sais pas si... mais après on va aller manger, hein. On va répondre à 1h30 sur la vie d'association. L'idée, alors on retrouve les interrogations que je disais tout à l'heure de Pierre-Henri, Dominique Vivien. Franck-Dominique Vivien, pardon. Effectivement, si on découpe par problème le développement durable, on arrive à des choses comme ça, mais en même temps, donc on a besoin de tout ce que vous dites là, tous les deux, c'est-à-dire on a besoin de l'ensemble. Et en même temps, dans les programmes scolaires, il y a la question de l'énergie, la question de la transition énergétique. Il faut regarder quand même ce qu'il y a dedans. Et puis on a besoin de concevoir des programmes de formation. Donc Jamil intervient dans les écoles à l'INSA, etc. Donc c'est forcément technique parce que là, ce sont
Et on a besoin de poser clairement les choses, et c'est pas posé clairement. On n'avait pas en fait, on n'avait pas de ressources, on n'avait pas de tableau qui nous disait mais c'est quoi la question de l'énergie en fait en France, et c'est quoi la question de la transition énergétique. Il me semble qu'avec le travail de Jamil, on a une somme qui nous permet de réfléchir et puis d'aller voir, mais ça n'empêche pas la question de l'action éducative, c'est-à-dire et puis nous là-dedans qu'est-ce qu'on fait. Alors je me suis peut-être mal exprimée, je souhaitais absolument pas remettre en cause le travail et l'intérêt de l'exposé de Jamil que j'ai trouvé vraiment fouillé, et ça donne effectivement, ça m'a donné en tout cas une image C'est bien que ça se discute. de la complexité de la transition énergétique que j'avais pas auparavant. Donc en tout cas, je vous remercie pour ça. Deux dernières questions et on va manger parce qu'il y a un problème d'embouteillage après. Ce que je me demande finalement, c'est le problème de la quantification, et en termes d'éducation, c'est peut-être là-dessus qu'on peut faire évoluer les choses. C'est finalement amener à prendre conscience déjà de la quantité d'énergie qu'on consomme individuellement, et quelle est l'origine de cette énergie. Et la deuxième chose, et là c'est une petite question, c'est finalement la complexité du choix. Ben là on la voit bien. Après on peut se demander qui peut réellement avoir l'aptitude de faire des choix face à cette complexité, quoi. Qui a en capacité de faire des choix, que ce soit au niveau individuel ou au niveau politique, parce que la maîtrise de tout ça... c'est pour ça qu'ils se plantent dans les débats. Je suis d'accord. Nos hommes politiques ou femmes politiques qui se plantent à cause de ça. Si j'ai bien compris le schéma, donc en fait, si je me pose une question bas de gamme, quel est le meilleur type d'énergie, celle qui présente le moins de risques? En fait, il n'y en a aucune, puisque toutes ont des avantages et des inconvénients. Dans le débat actuellement posé sur l'écologique, sur quelle énergie qu'il faut utiliser, ça, moi, ça m'intéresse dans le sens où il n'y a pas de réponse... Il n'y a pas de réponse simple. Comment? Il n'y a pas de réponse simple. Oui, oui, non, mais donc le débat doit être placé ailleurs. Oui, mais ça ne vaut pas le coup de discuter sur cette question-là. Quel est le meilleur type d'énergie? C'est pas parce que moi je me pose aussi en tant qu'éducateur, savoir qu'est-ce qu'on va construire comme connaissance. Et la deuxième chose, je regarde cette Enercop par exemple. Je vois que la définition du risque et la définition de l'éthique sont des définitions particulièrement centrées. Le risque, c'est pas de coupure d'électricité, il n'y a rien, disons, au niveau d'une éthique. Le contrat sera pas de l'intervention sur le compteur, on est sur des dimensions très matérielles. Et j'ai l'impression que c'est une approche qui oublie la dimension, justement la dimension éthique ou philosophique. Et l'éthique, c'est pas que une personne, une voix. Hein, je prends c'est pas une critique négative, mais je me questionne. Donc il faut revoir aussi la notion de risque, la notion d'éthique, et reposer les questions. Les choses sur le fond. Jean-Louis, une dernière question, on va manger. Non, c'est pas une question, c'est que je retire ce qui me gêne un petit peu, c'est quand on s'arrête à ce genre de tableau, sans se poser la question, c'est le point de vue de qui. Quels sont les intérêts que ça cache? Alors, il y a des choses qu'on voit très bien, c'est que la discussion sur la transition énergétique, s'il n'y a pas des chiffres sur les puissances, les quantités d'énergie comparées, ça n'a aucun sens, très bien, quel que soit le point de vue qu'on prend. Mais si on masque les intérêts, on ne comprend pas pourquoi il y a débat. Il y a deux choses. Donc ça fait partie de la formation. Au départ, j'ai avancé. J'ai dit extrêmement difficile de faire des choix de sources énergétiques, des références. Il y a des controverses, c'est-à-dire même moi, qui vous a donné quelques références, je ne suis peut-être pas tout à fait neutre. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de dire, voilà, moi j'ai tellement de références sur, par exemple, tout ce qui est emploi, et ce qui est vraiment quelque chose d'assez sensible. Alors, il y a des références scientifiques, des études, des références et tout. Je prends ça, je suis perplexe devant cette contradiction.
Donc finalement, je fais le choix de dire voilà mon référence et je l'assume. Ce que j'ai fait. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile même de dire qu'est-ce qui est derrière ça, parce qu'on est toujours, moi pour exposer ça, je me suis appuyé sur des références, des articles, etc. Mais derrière ces articles-là, ils donnent le même référence scientifique, mais j'aurai encore des contradictions. Donc c'est assez compliqué. Et c'est extrêmement difficile de dire qu'est-ce qui est derrière ça. Si on arrive quand même vraiment à répondre à cette question-là, ça serait vraiment bien. Mais il y a des experts, il y a des scientifiques, il y a des lobbies, il y a tout ce qu'on veut. Et il y a des gens comme nous qui essayent de raisonner autrement. Voilà.